Merci, monsieur le député. La parole est à madame Françoise Descancronier pour le groupe SRC pour 10 minutes, madame la députée. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. De l'avertissement lancé par le Conseil d'État en juillet 1991, dénonçant l'inflation législative et le risque de précarisation croissante de la règle, à la proposition de loi de notre collègue sénateur Éric Doligé que nous étudions aujourd'hui, de nombreux rapports, dont plusieurs écrits par nos collègues, et Monsieur le rapporteur en a cité certains, pléthore d'études nous ont conduit donc lentement à penser autrement la norme. La création de la commission consultative d'évaluation des normes en 2007, le rapport d'Éric Doligé en juin 2011 et ses 268 mesures qui a beaucoup inspiré la présente proposition de loi, la mission confiée à Jean-Claude Boulard et Alain Lambert relative à la simplification des normes suite au premier comité interministériel de modernisation de l'action publique de décembre 2012, la proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat le 28 janvier 2013 des sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault portant création d'un Conseil national du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales et bien d'autres initiatives survenues ces dernières années sont autant de preuves de l'émergence d'un changement d'attitude quant à la place et au rôle de la norme. Rassurante, déresponsabilisante, parfois arbitraire, la norme est lentement et insidieusement devenue ces dernières années l'opium des autorités publiques. Si l'inflation normative a connu de tels niveaux, mes chers collègues, c'est aussi et peut-être même d'abord parce qu'elle était initialement demandée, attendue aussi bien par les élus locaux que par les citoyens, les associations de défense de consommateurs, de protection de l'environnement, sous la pression médiatique de tel ou tel fait divers. Pour des raisons historiques, la France est progressivement devenue un État de droit, une réalité aujourd'hui constitutive de son identité et tout particulièrement de son identité démocratique, tellement il est vrai que le droit a été un outil constant de progrès des libertés dans notre pays. Nous nous enorgueillissons à raison de ce fait. Mais il est probable que quelque part en chemin, nous avons fini par confondre la fin et les moyens. Le droit n'est qu'un outil placé au service des principes qui fondent et constituent notre République, non une fin en soi. Il convient de placer le débat à l'aune de cette idée. Nous devons conserver le côté affûté de la lame tout en diminuant le poids du manche qui est manifestement devenu excessif. Toute action provoquant une réaction contraire, les excès normatifs de ces dernières années ont toutefois déclenché une prise de conscience bienvenue quant à la nécessité de faire évoluer notre approche de la norme. De sa production à son intelligibilité, le changement est en marche pour rendre la règle plus lisible et plus claire. C'est notamment une exigence forte des collectivités territoriales pour qui les 400 000 normes recensées ne peuvent plus être un frein à l'action, ne peuvent plus représenter un poids budgétaire insurmontable, alors même que les temps que nous traversons rendent particulièrement vitaux la réactivité publique et la sobriété budgétaire. C'est le message du président de la République, François Hollande, aux élus locaux lors des États généraux de la démocratie territoriale en octobre dernier. Faire plus simple, aller plus vite, respecter les impératifs qui sont les nôtres de sécurité, d'environnement, de santé, sans qu'il soit besoin pour autant de retarder les projets. Il convient néanmoins d'agir avec prudence en la matière et d'éviter l'écueil qui consisterait à s'enfermer dans l'excès inverse qui serait celui d'une trop grande dérégulation. Aussi, il nous appartient de rappeler le caractère utile de la norme qui réside tant dans la protection et le progrès qu'elle peut aussi apporter. La prochaine étape, le défi qui est devant nous, c'est notre capacité collective à faire en sorte que la norme soit la plus intelligente possible au regard de nos réalités territoriales. Cette ambition, la proposition de loi qui est aujourd'hui en discussion tenait d'y répondre lors de son dépôt initial le 4 août 2011. Après 2 passages en commission des lois et en séance publique en première lecture au Sénat, force est de constater que ce texte a subi de profondes modifications qui ont remis en cause son équilibre général initial. L'article 1er visait à instaurer un principe général d'adaptabilité et de proportionnalité de la norme. Sa suppression, votée par le Sénat, et suppression maintenue par la commission des lois, participe de notre volonté de ne pas introduire un principe de portée trop générale qui, malgré l'intention tout à fait louable contenue dans le texte initial, ne produirait aucun effet pratique. Il revient en effet au législateur, au cas par cas et pour chaque texte qu'il vote, de prévoir ou d'anticiper en le confiant au pouvoir réglementaire sa nécessaire adaptation territoriale. C'est ce que le Conseil d'État a rappelé dans son avis, dont Madame la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation de la fonction publique a fait lecture devant le Sénat et dont je ne rappellerai que la conclusion. Notre droit permet déjà de faire plus et mieux,
ce que nous faisons aujourd'hui. Dégager une règle générale d'adaptation des normes au niveau local serait vain. Surtout, la rédaction d'une telle règle générale la rendrait peu intelligible, suscitant une forte insécurité juridique. Nous trouverons dans les outils prévus aussi bien par la proposition de loi Sueur-Gourault que par le futur projet de loi relatif à la modernisation de l'action publique et à la décentralisation de précieux appuis pratiques dans cette perspective. C'est précisément dans un objectif de cohérence de la production législative, ces futurs textes permettant de nourrir une approche et une réflexion globale autour de ces questions d'appui au contrôle des normes, que les articles suivants de la proposition de loi relative notamment à la commission consultative d'évaluation des normes et son volet départemental, la commission consultative des études locales et la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs, ont été progressivement exfiltrés au fur et à mesure des étapes du processus législatif. Par souci de cohérence, nous proposerons la suppression de l'article 4 bis. Ces dispositions de plus grande portée ayant disparu, le texte porte désormais diverses dispositions visant à faciliter le fonctionnement des collectivités territoriales plutôt qu'il n'ambitionne de limiter le flux des normes, c'est-à-dire la production en amont, ou de réduire le stock existant, c'est-à-dire ce qui a déjà donc été produit. Un amendement proposera d'en prendre acte en modifiant en ce sens le titre de la proposition de loi. Le texte résiduel, suite au travail de la commission des lois, porte toutefois de réels progrès par rapport au droit existant, en apportant des mesures de simplification attendues des élus locaux. Il convient de permettre leur adoption rapide par l'Assemblée nationale, sous réserve de quelques modifications. Je pense, par exemple, au prolongement de la dématérialisation de la publication des actes et recueils administratifs prévus aux articles 5 et 6 de la proposition. Cette mesure, qui s'inscrit pleinement dans une démarche plus respectueuse de l'environnement, permettra de simplifier et d'accroître la rapidité de la recherche de documents tout en renforçant la conservation et leur sécurité. Toutefois, il convient de faire en sorte de garantir l'accès à l'information d'intérêt public aux citoyens ne bénéficiant pas d'un accès à la version dématérialisée des documents. Des amendements portent cette exigence. Nous proposons d'autres modifications permettant, pêle-mêle, d'étendre les dispositions prévues pour les maires à l'article 11 aux présidents des conseils généraux et régionaux, par souci d'égalité, de prévenir la sortie des communes d'Alsace-Moselle du droit commun, de prévenir des transferts de charges, aussi faibles soient-ils, entre l'État et les collectivités territoriales, ou bien encore de réduire le nombre de rapports redondants. Enfin, je tiens à réaffirmer ici la ferme opposition des députés de la majorité quant aux dispositions qui, sous couvert de simplification, signifieraient en réalité un recul de l'accompagnement de nos concitoyens, notamment des plus fragiles d'entre eux. Je pense à l'article 18, supprimé à juste titre en commission des lois, et qui aurait rendu facultative pour les communes de moins de 1 500 habitants la création d'un centre communal d'action sociale. On nous a objecté l'aspect pragmatique de cette mesure, notamment pour les territoires où les CCAS serviraient surtout, et je cite des échanges en commission, à payer le repas des anciens. On rappellera que la lutte contre les exclusions est la première des missions en volume des CCAS et CIAS, puisque 81% des structures l'assument et que celles-ci revêtent des domaines aussi variés que l'aide alimentaire, l'accès aux loisirs, le soutien budgétaire aux besoins essentiels ou bien encore, effectivement, le repas des anciens. Une mission d'importance puisqu'elle participe au maintien du lien social. Il y a des contextes où les occasions de partager et d'échanger ne sont plus si nombreuses, mes chers collègues. Dans le contexte actuel de difficultés économiques et sociales que connaît notre pays, faciliter la suppression des CCAS serait envoyer un terrible message, un terrible signal au monde rural et périurbain et pourrait ouvrir l'interrogation du maintien de politiques sociales essentielles dans certaines collectivités territoriales sous couvert de réductions budgétaires. Que nous puissions discuter des moyens de rendre effectif le suivi social dans ces territoires est impératif. Mais je crois, comme l'ont précisé plusieurs de mes collègues en commission, qu'il nous faut préserver cet outil, tout au moins dans l'attente des résultats de la réflexion de fond sur le sujet de l'action sociale des petites communes, lancée par Madame la ministre Maryse Lebranchu et à laquelle participent, entre autres, l'UNCAS et des personnalités qualifiées comme notre collègue sénatrice Michèle Meunier.
Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu'une oreille distraite, écrivait le Conseil d'État dans ce rapport de 91. Ainsi modifiée, je pense que cette proposition de loi consensuelle peut faire acte utile en termes de simplicité et d'efficacité. Dans cette optique, les futurs projets de loi relatifs à la modernisation de l'action publique et la décentralisation, présentés par Madame la ministre Maryse Lebranchu, et celles relatives à l'urbanisme et au logement, présentées par Madame la ministre Cécile Duflot, nous feront franchir des étapes véritablement décisives en leur qualité de loi cadre. Par leur cohérence et leur envergure respective, ces deux projets de loi permettront d'assurer une meilleure lisibilité et une plus grande intelligibilité de l'action publique dans ces domaines des normes qui nous préoccupent tous, quel que soit l'endroit où nous siégeons dans l'hémicycle. Je nous engage donc à faire un acte législatif utile en votant cette proposition de loi, une fois amendée telle que je l'ai précisé, qui nous permet de jeter quelques cailloux supplémentaires sur la voie du redressement normatif engagé par la majorité.